Et maintenant, je vais laisser la parole à Philippe Mérieux, à qui on a confié la tâche de clore cette édition, d'en faire une sorte de synthèse. Merci, bonjour à toutes et tous. Je vais être très court parce que vous êtes en état d'hypoglycémie, de toute évidence. Et puis c'est vraiment très compliqué de faire une synthèse de tout ce qui s'est passé pendant ces 3 journées. D'abord parce que, évidemment, je n'ai pas pu assister à tout, puisque beaucoup de choses avaient lieu simultanément. J'ai assisté au plus grand nombre de choses que je pouvais. Mais il y a un tel foisonnement à la fois d'activités, de propositions, de dialogues, qu'en rendre compte en quelques minutes serait bien prétentieux. Alors une fois de plus, Concertina a été fidèle aux 2 sens de son mot. Le concertina, le petit concert, c'est-à-dire une référence à l'art avec de très beaux moments, de très grands moments, et en même temps une référence aux enfermements. Aux enfermements avec des moments très durs, très émouvants, mais des moments qui nous ouvrent évidemment sur des perspectives. Et je ne peux pas poursuivre et avancer dans mon propos sans dire à quel point il est situé, ce propos. Il est situé dans un lieu, en un jour, avec une trajectoire. Alors en un lieu, à Dieulefit, et dans plusieurs endroits où je me suis retrouvé, on a rappelé. Nul n'est étranger à Dieulefit. On a rappelé le passé de résistance. On a rappelé le courage de ceux et celles qui, ici, ont osé se lever contre la barbarie. Un jour, parce que ce jour n'est quand même pas un jour comme les autres, tout à fait dans notre histoire de France. Un jour où nous sommes à la croisée des chemins et où la menace est là et où nous craignons, vous et moi, je pense, qu'il fasse noir au pays des Lumières. Et puis, une histoire, la mienne, qui est l'histoire de quelqu'un engagé essentiellement dans les questions d'éducation et qui a trouvé, dans tout ce qui s'est dit pendant ces journées, des choses qui ont considérablement retenti avec ces valeurs. 3 mots peut-être, 3 mots rapidement. L'essentialisme, l'éducation, l'émancipation. Peut-être un mot sur l'essentialisme. Ce qui m'a frappé dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de lieux, dans beaucoup de propos, dans beaucoup de paroles, c'est le refus d'enfermer quiconque dans une nature, dans une essence, dans une apparence, dans une histoire. La volonté de sortir de toutes les formes d'identification d'un être à son apparence, à ce qu'il a commis, à ce qu'il a été, au rôle qu'il a joué à un moment donné dans la société. J'ai entendu des propos très forts de gens qui disaient « c'est très dur d'être toujours toute sa vie un ex-détenu ». Oui, c'est très dur, de fait. J'ai entendu des propos très forts sur les longues peines, sur cette mort lente qu'elles peuvent constituer pour les uns et les autres, et ce sentiment qu'il n'y a plus d'avenir, qu'il n'y a plus de futur, qu'il n'y a plus de possibilité d'échapper à quelque chose qui vous colle à la peau et dans quoi vous êtes enfermé. J'ai entendu des mots très forts sur le fait que ces individus privés de la liberté d'aller et venir, parce que la loi, parce que la société l'a décidé, ne peuvent pas être privés aussi de leurs autres droits. De leurs autres droits. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que l'enfermement d'une personne dans son statut de délinquant, mais aussi de réfugié, on en a parlé, de psychopathe, d'handicapé, l'enfermement dans ses origines, c'est toujours la pire des choses et c'est toujours une forme ouverte ou honteuse de racisme. Car n'en doutons pas, le racisme, c'est la réduction d'un sujet à une partie de lui-même, à ses apparences, à son apparence. De même qu'il n'y a rien de pire que de réduire un sujet à ses actes, aussi terribles soient-ils. Quand Robert Badinter a courageusement supprimé la peine de mort, il a évoqué brièvement, mais quand même à un moment, cette idée très forte, qu'aucun individu ne se réduit à ce qu'il a fait,
qu'il y a toujours à côté de ces actes, aussi pires soient-ils, un débord, quelque chose qui déborde, une humanité à laquelle il faut et on peut s'adresser. Il y a toujours quelque chose qui déborde. Et c'est ce débord que j'ai vu ici, que j'ai vu s'exprimer dans les témoignages, que j'ai vu s'exprimer dans les œuvres d'art qui nous ont été présentées. Ce débord, il est fondamental parce qu'il est le pari sur le fait que, aussi difficile soit la vie de quelqu'un, aussi chaotique, aussi accidentée, il reste de l'humanité en lui. Et c'est le deuxième mot que j'avais envie de faire sortir aujourd'hui. C'est un mot qui m'est cher, c'est le mot d'éducation, ou plus exactement, un peu plus précisément, le mot des Lumières, le mot de Rousseau, le mot d'éducabilité, de perfectibilité. Parce que ce que j'ai vu ici, tout au long de ces 3 journées, c'est la confiance dans l'éducabilité des personnes. Nul n'est jamais à condamner définitivement. Chacun et chacune d'entre nous, tous les êtres restent éducables. C'est la grande leçon des Lumières. Hein. C'est la grande leçon des Lumières contre tout ce qui, toute la complicité, toutes les complicités des fatalismes. La grande leçon des Lumières qui nous dit que, aussi dans la marge soit-on, on n'est jamais condamné à y rester. Alors oui, j'ai entendu beaucoup de choses autour de cette idée-là. Les bagnes d'enfants, les colonies pénitentiaires agricoles, ces expériences terribles qui nous ont été contées hier, qui désespèrent des humains, qui désespèrent des enfants, qui renoncent à les éduquer pour ne faire que les enfermer. Et puis plus loin que cela, le refus au fond de la prévention pour une idéologie qui est toujours celle de la répression. Et je suis inquiet aujourd'hui, mes amis, parce que je vois monter quand même cette idée que seule la répression, seule la peine, toutes les formes de peine, seule la sanction sous toutes ses formes serait capable de gouverner les humains. Et j'ai vécu ici une grande fraternité de celles et ceux qui pensent que la répression n'est pas le seul moyen de gouverner les humains. Qu'il y a une autre manière de se gouverner entre nous, c'est le dialogue, c'est la parole, c'est la capacité à échanger et à accompagner, c'est la capacité à prendre soin de chacun et de chacune, prendre soin de chacun et de chacune, des plus fragiles, des plus démunis, de ceux qui sont le plus à l'écart de la société. Parce que oui, la valeur d'une société se mesure au sort qu'elle réserve à ses plus fragiles. Le sort qu'elle réserve à ses plus fragiles nous dit nos valeurs au fond et nous dit notre soin, le soin que nous apportons à l'humaine condition. Alors rappelons-nous aussi, et j'ai eu ce mot-là en tête pendant bien des ateliers auxquels j'ai participé, que la tradition de la République, la vraie tradition de la République, c'est de dire en permanence que c'est la faute qui exclut et la sanction qui intègre. La faute qui exclut et la sanction qui intègre. La phrase est de Condorcet, oui, la faute exclut le sujet d'un collectif à un moment donné. La sanction n'est pas là pour redoubler l'exclusion. Elle est là pour lui permettre de reprendre sa place dans le collectif. Et j'ai senti à de très nombreux égards à quel point il y avait un vrai partage autour de ça. Et ça m'amène au troisième mot, émancipation. J'ai été très frappé cette année, comme les années précédentes, par ces témoignages d'anciens détenus, mais je ne veux pas dire d'anciens détenus. Si je dis d'anciens détenus, je les enferme dans une essence, dans une étiquette, par ces gens qui ont vécu l'accident que constitue la faute, la délinquance et la prison, par les témoignages de ces personnes qui nous disent avoir rencontré à travers l'art, à travers l'écriture, à travers le partage et la culture, avoir rencontré ce que Khaled Miloudi appelle des mots de sauvetage. Yacine qui nous a parlé ici de ces chansons qui l'ont amené à découvrir toute une série d'auteurs et à sortir
sortir de l'enfermement. Et on a vu toute une série d'émancipations. Alors certes, au sein des prisons, au sein des camps de réfugiés, les émancipations sont des émancipations furtives. Furtives. Elles se glissent comme ça, en fin de journée, dans un atelier, à un moment, avec la grâce d'une lecture ou d'une rencontre. Ce sont quand même des émancipations essentielles parce qu'elles permettent d'ouvrir contre tous les enfermements, d'ouvrir et de permettre de reconstruire un vrai universel. J'ai senti dans les propos des uns et des autres cette idée d'une culture qui relie profondément ce que chacun d'entre nous a de plus intime avec ce que nous pouvons partager le plus largement. Chacun d'entre nous vit des questions, des interrogations, des angoisses, des préoccupations qui relèvent de notre intimité profonde. Ceux qui en ont témoigné aujourd'hui l'ont montré, mais tout cela nous renvoie à ce que nous pouvons partager, à ce qui nous réunit. Et là, il m'a semblé à de très nombreuses reprises voir émerger cette idée très forte que l'art, sous toutes ses formes, et pas simplement sous ses formes élitistes, bien sûr, que l'art peut nous permettre de nous retrouver ensemble, de nous réunir, de nous émanciper contre toutes les formes d'enfermement et d'assignation à résidence, dans une identité, dans une race, dans des actes, dans des symptômes, dans quoi que ce soit qui nous barre l'avenir. Et puis, je terminerai par ce souvenir de la première intervention table ronde à laquelle j'ai assisté, qui portait sur le plaisir en prison. Alors, c'est formidable, le plaisir en prison. Il y avait des témoignages extraordinaires autour de matchs, autour de choses, autour de fous rires même, de fous rires entre les gardiens et les détenus. Et une personne disait, c'est important, y compris pour ceux qui sont en prison, parce qu'ils étaient dans une espèce d'attente, de consommation et de toujours plus de fric. C'est important de leur faire découvrir qu'ils peuvent prendre du plaisir dans autre chose que dans le fric. Et il y a eu de beaux propos à ce sujet-là. Cette personne qui dit, moi je dis aux détenus, je dis, arrêtez de braquer les banques, braquez la culture. Eh bien oui, parce qu'au fond, l'enjeu est peut-être là, il est difficile, il est compliqué, c'est de faire entendre à nos contemporains, mais tous, et à nous aussi d'ailleurs, que le vrai plaisir ne se trouve pas dans la surenchère de la consommation des biens matériels, mais dans le partage de la culture, de la joie, de la fête et de notre humaine condition. Et je pense que peut-être que c'est ça l'enjeu majeur aujourd'hui. Le vrai plaisir n'est pas dans la consommation des biens matériels, celle auprès de laquelle courent un certain nombre de gens qui sont détenus, mais aussi nous souvent d'ailleurs. Mais ce vrai plaisir, cette vraie joie, elle est dans ce partage-là. Alors ce partage de ce qui ne s'épuise pas. Parce que c'est ça qui est formidable. C'est que nous nous battrons peut-être pour le dernier baril de pétrole. Mais la culture, on ne se battra pas parce que plus on en prend, plus il y en a à partager. Plus on en prend, plus il en reste. Plus il en prend, plus on peut en donner. Et ce qui s'est passé pendant ces 3 jours, c'est cela. C'est des choses que nous avons partagées et que nous pouvons donner. Et que nous pouvons à nouveau partager avec d'autres, dans un partage sans fin, dans un partage qui est celui d'une joie authentique, d'une joie qui nous amène vers toujours plus de solidarité. Alors la marge, pour finir, 2 mots sur la marge. Vous vous souvenez la phrase de Godard, c'est la marge qui tient la page. Alors oui, moi je crois que oui, c'est les marges qui tiennent la page, souvent. Ce qui se fait dans les marges, et dans mon domaine, le domaine de l'éducation, je le vois bien, ce qui s'est fait dans les marges finit toujours par convaincre, parce que ce qui se fait avec les plus difficiles, les plus compliqués, tout le monde en profite. C'est dans les marges de la médecine, c'est dans les marges de l'éducation, c'est dans les marges de l'institution que s'élaborent des solutions qui vont ensuite profiter à toutes et tous.
C'est quand Itard, ce fameux docteur qui accueille Victor de l'Aveyron, un enfant débile dont on dit qu'on ne peut rien en tirer, c'est quand il se dit « je vais lui faire acquérir des choses ». C'est lui qui invente tous les objets que nous avons aujourd'hui dans les écoles maternelles et dont profitent tous nos enfants. C'est parce qu'un jour, un être s'est dit, dans la marge, avec quelqu'un de difficile et dans des situations compliquées, je vais trouver des moyens de l'éduquer et de le faire grandir. Et si ça marche avec lui, bien forcément, ça marchera avec les autres. Alors oui, c'est la marche qui tient la page. Néanmoins, comme le disait Gramsci, et là il contredit un peu Godard quand même, quand la marge n'a pas la majorité culturelle, elle doit s'inquiéter. Voilà, alors aujourd'hui nous sommes dans un moment un peu particulier, où ceux qui croient en l'éducation, ceux qui croient en l'émancipation, n'ont peut-être pas retrouvé la majorité culturelle. Mais ça ne va pas tarder, parce que vous autres qui êtes ici, après les partages de ces journées, eh bien, vous allez contribuer à continuer à faire entendre les valeurs fondamentales de l'humanité. Il y a de l'humain en chacun et nous avons comme devoir impérieux de l'accompagner pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Et c'est cela que je trouve merveilleux ici à Concertina et c'est cela qui fait que les détenus dont nous parlons, les marginaux dont nous parlons, nous apprennent tellement de choses et nous font grandir. Voilà, merci de votre attention.